Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, actualité oblige, ou plutôt période oblige, nous revenons encore une fois sur la Covid-19, cette pandémie qui ne cesse d'apporter des vies humaines, et ce, à travers les quatre coins du monde. Quelle est la situation au Rwanda aujourd'hui, après plusieurs mois de fermeture de plusieurs ou de différentes activités? Voilà que le Rwanda va rouvrir les écoles, les universités et d'autres activités. Mais que dit le ministère de tutelle, je vais dire le ministère de la Santé? Quels sont les conseils ou quels sont les directives que ce ministère, bien sûr, on va également parler des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui travaille main dans la main avec le ministère de la Santé. Mais puisque nous parlons de la reprise des cours, parlons des écoles et universités, autres institutions académiques, je suis ce soir honoré d'avoir à mes côtés la ministre de l'Éducation, le docteur Valentine Ouamaria. Bonsoir, madame. Bonsoir. Également, comment ne pas parler de la santé sans être accompagné par le ministère de la Santé. Et je suis avec le docteur Daniel Ngamije. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, ce sont eux qui seront avec nous ce soir pour parler. Tout d'abord, monsieur le ministre de la Santé, le docteur Ngamije, quel est le bilan, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la Covid-19 au Rwanda depuis mars, où en tout cas c'était la fermeture de presque toutes les activités, et aujourd'hui, après autant de mois, quel est l'état des lieux? Bonsoir. L'état des lieux, ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, se caractérise par le fait que nous assistons à une réduction de l'incidence de cette maladie au cours de ces 3 dernières semaines, en réponse à toute une batterie d'activités ou de mesures de prévention qui ont été mises en place dans tout le pays. Et donc, nous sommes en train de constater que les cas diminuent, et nous avons procédé à des vérifications par des enquêtes pour se faire une idée de l'incidence de cette maladie dans certaines catégories à risque. Et je crois que vous l'avez vu ces dernières semaines, nous avons fait des enquêtes au niveau de grands axes, au niveau de ronds-points, au niveau de certaines catégories professionnelles. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, la tendance actuelle de peu de cas que nous rapportons chaque soir, cette tendance se confirme à travers ces enquêtes-là. Donc pour dire que actuellement, nous pouvons être contents de ce que nous sommes en train d'assister comme chiffres. Et si nous devrions continuer comme ça, je crois que ça donne espoir, et il faut qu'on continue à s'attenir aux mesures de prévention qui ont été diffusées dans tout ce pays, et surtout que la population se sente concernée comme étant la pièce maîtresse de la lutte contre cette pandémie. Voilà. Je comprends bien, mais peut-être avec également le bilan. C'est vrai, le Rwanda est à une trentaine de victimes de la Covid-19. On parle du Rwanda comme une référence. Lorsqu'on lit plusieurs rapports au niveau international, le Rwanda est un des pays qui ont fait montre des préventions efficaces contre la Covid-19, ce qui explique également les résultats qu'on a aujourd'hui. On a moins de 3000 cas de cette pandémie. Quel a été le secret, docteur, de cette... Bien sûr, quand on parle d'une trentaine de victimes, c'est déjà des vies humaines qu'il faut déplorer. Mais lorsqu'on compare à d'autres dimensions ou à d'autres nations où les gens aujourd'hui, certains parlent de 250 000 et même plus, quel a été le secret ou que fait le Rwanda justement pour rendre efficaces ces mesures de prévention? Les mesures de prévention qui ont été prises, en fait, disons que les chiffres que nous avons aujourd'hui, il s'agit d'un résultat de tout un ensemble de mesures qui ont été prises depuis le premier jour que cette maladie est arrivée au Rwanda. Premièrement, il y a eu une réponse
graduée, une réponse multisectorielle, une réponse à tous les déterminants de cette pandémie, qui consistait à notamment augmenter notre capacité de diagnostic pour pouvoir se faire une idée réelle de la présence de cette pandémie dans la population. Deuxièmement, il fallait que nous puissions avoir des unités de prise en charge pour toutes les personnes qui étaient positives et que nous puissions les extraire de la population en général et comme ça arrêter la diffusion de la maladie au sein de la population. Et bien entendu, nous devrions faire le traçage de tous les contacts de toutes ces personnes qui étaient positives, enfin aussi de les isoler. Et enfin, nous devrions avoir un accent particulier sur certaines catégories à risque, notamment en fonction des clusters, des cas d'infection que nous avions observés tout au début. Vous vous souvenez que notre premier cluster des gens qui étaient infectés, c'était des voyageurs qui rentraient au pays au mois de mars. Après, il s'en est suivi un cluster de chauffeurs de grands camions. Et puis, ça n'est suivi le cluster de Rusizi, notamment pour les commerçants qui traversaient la frontière vers Bukavu. Et après, nous avons eu un grand cluster ici à Kigali, au niveau de commerçants, au niveau des marchés de la ville de Kigali. Ça veut dire donc que toutes les mesures de prévention qui ont été prises étaient une réponse graduée en fonction des réponses que nous avions au niveau de la surveillance épidémiologique. Et c'est intéressant de constater que l'adhésion aux mesures de prévention a augmenté au fur et à mesure que la population s'est rendue compte que la maladie, effectivement, elle était bel et bien là et qu'elle était mortelle, que tout le monde avait intérêt à pouvoir répondre aux mesures de prévention telles que nous avons cessé de le communiquer. Vous avez vu donc l'adhésion à ces mesures par le port des masques, le lavage de mains, la distanciation physique. Toutes ces mesures ont quand même porté des fruits au point qu'on s'est rendu compte que malgré les décès que nous déplorons, en général, les gens ont compris que la lutte est entre leurs mains et c'est normal que nous puissions aujourd'hui assister à une incidence qui est acceptable, je veux dire, en termes de chiffres. Et si ça continue comme ça, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à ce que nous puissions avoir le vaccin, nous pouvons être sûrs que nous allons réduire les dégâts. Et bientôt, donc, l'économie doit reprendre. C'est dans ce contexte qu'il y a plusieurs activités qui avaient été mises en jachère et qui sont en train de reprendre, et notamment l'éducation. C'est vrai que cette reprise ou réouverture des activités, elle s'est faite d'une manière graduelle. Mais justement, comme on parle vous venez de souligner un point important, justement, qui fait partie des points à débattre ce soir, c'est l'éducation, les secteurs de l'éducation. C'est un des secteurs qui, d'abord, on vous a demandé un peu plus de patience, Madame le docteur, parce que les autres ont repris, notamment les activités économiques. Déjà au mois de juin, on a vu une reprise progressive. Pendant ce temps, peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément suivi l'actualité au Rwanda, comment est-ce que vous vous êtes occupé au niveau de l'éducation? C'est vrai, il y a eu des mesures, notamment l'apprentissage à distance. Est-ce que ça a été aussi facile? Merci beaucoup. Je crois que les écoles ont été les premières à être fermées, même avant la quarantaine dans tous les pays, puisqu'on a fermé les écoles le 16 mars. Pendant une semaine avant. Une semaine avant. Oui. Parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre avec les étudiants, avec les enfants de bas âge. Mais ça nous a aidé aussi à repenser, à transformer la méthode d'utilisation qu'on utilise aujourd'hui pour enseigner. On s'était habitué à enseigner face à face, mais dès qu'on a fermé les écoles, on n'a pas tardé à penser à une autre méthode d'enseignement qui est l'apprentissage à distance. Ce n'était pas facile parce que malgré les efforts que le pays avait investis dans l'informatique, on s'est rendu compte qu'il y a toujours un long voyage à faire. Parce que oui, on avait les plateformes pour enseignement, mais les cours n'étaient pas dans le système.
Donc, la première chose à faire était d'augmenter les cours, de les mettre en ligne pour que les étudiants aient accès à ces cours. Et cela était un problème à tous les niveaux de l'éducation, pas seulement au niveau primaire et secondaire, mais aussi au niveau universitaire, il y avait ce manque. Alors, c'est la première chose qu'on a communiquée aux écoles, de s'investir plus dans l'outil informatique, dans l'enseignement à distance. Mais ce n'était pas facile pour eux, mais aussi pour les étudiants, parce que l'enseignement à distance exige les outils informatiques du côté de l'enseignant, mais aussi des étudiants. Mais on a fait... Sachant que cet étudiant doit être forcément à la maison ou confiné quelque part. Oui. Donc, c'est pour cela que je dis qu'au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, si je parle des universités, normalement, il y avait les directives, comment s'y prendre avec l'enseignement à distance, mais les universités avaient mis peu d'efforts pour introduire cette méthode d'enseignement. Mais dès que les écoles étaient fermées, on a fait plusieurs réunions avec les autorités des universités et on a essayé d'établir les minimums de ceux qui peuvent être mis en ligne directement pour que les étudiants aient accès. Mais il y avait un autre problème du côté des enseignants qui n'avaient pas été entraînés, qui n'ont pas eu la chance de faire les formations dans ce sens pour qu'ils puissent aider les étudiants. Mais avec le temps, on a pu... Ils ont pu rattraper le train. Oui, mais aussi, il y avait un prix pour ça. C'est pour cela que le ministère a contacté les compagnies de communication et ils ont accordé l'accès sans paiement pour que les étudiants puissent accéder à ces cours. C'est vrai, donc il faut dire qu'il y avait un prix à payer par rapport à ça. Mais justement, pourtant, lorsqu'on prend l'exemple ou le cas des universités, déjà le Rwanda, un des pays modèles aujourd'hui sur le continent pour ce qui est du développement du secteur de nouvelles technologies de l'information, on pourrait se dire que c'est plutôt une situation à laquelle il devrait être déjà habitué. Est-ce que ça vous a également permis de voir ou de lire entre les lignes, de vous dire, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent quelque part, même si au niveau national, il y a une politique, il y a une volonté de faire avancer, mais dans la pratique, il y a quand même des manquements. Justement, on s'est rendu compte que oui, on a investi, le pays a investi, mais du côté éducation, on n'a pas mis beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela que même avec l'ouverture des écoles, on ne va pas rejeter ce qu'on a déjà commencé avec cette qu'on a période. déjà commencé. Et c'est pour cela que si vous l'avez entendu la fois passée, dans la conférence de presse, Oui, il y a les universités qui vont utiliser les deux méthodes, face à face, mais aussi l'enseignement en ligne. Parce que pour pouvoir respecter les mesures de santé préconisées par notre ministère, il faut aussi qu'on utilise les deux méthodes pour qu'en classe, on n'ait pas beaucoup d'étudiants en même temps. Donc, on les encourage à aussi utiliser les deux méthodes. Mais aussi du côté du ministère, on s'est rendu compte qu'il faut aussi investir dans l'enseignement à distance. Quel que soit le niveau. Quel que soit les niveaux. Parce que pendant les quarantaines, ce n'était pas les universités qui étaient appelées à utiliser la technologie informatique, mais aussi les écoles secondaires et primaires. Et d'ailleurs, il y a les écoles, plus spécifiquement les écoles privées, qui avaient
cette méthode, qui utilisaient cette méthode déjà, même avant le Covid-19, ils ont pu continuer à donner les leçons aux élèves et puis ils ont même arrivé à terminer leur année académique sans problème. Donc, c'est une nécessité qu'il ne faut pas négliger et le ministère de l'Éducation a pris ça en compte. Et dans les projets à venir, on va vraiment s'investir dans l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Docteur Ngamije, je me rappelle qu'au début déjà de cette situation, au mois de mars, je vous ai eu ici une ou deux fois de suite. C'est vrai que non seulement à votre niveau, mais au niveau mondial, il y avait, les gens sont tombés dans une sorte de doute, d'interrogation. Vous ne saviez pas, comme si je peux dire, à quel saint fallait-il se vouer. Il y avait plusieurs interrogations. Est-ce qu'avec un peu de recul, docteur, aujourd'hui, après autant de mois, vous vous dites qu'on a une meilleure compréhension de cette pandémie ou de ce virus et surtout de comment contenir et de surtout comment vivre avec? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites au début de cette pandémie. Certaines choses sont aujourd'hui considérées comme des fables aujourd'hui, parce qu'au début, vous vous souvenez, les gens disaient que c'était une maladie des Blancs, de la race blanche. Il y a eu un démenti avec un grand nombre des gens qui sont décédés quand la maladie a frappé l'Europe et surtout les États-Unis, à New York notamment. Il y avait beaucoup de Noirs qui sont morts. Et la suite, c'était que c'était une maladie des gens qui sont dans l'hémisphère nord. Il y a aussi un démenti parce que le Brésil a été atteint et donc la maladie pouvait aussi atteindre les gens de l'hémisphère sud. Après, c'était la rumeur, la maladie des riches par rapport aux pauvres, des gens de la ville. Tout ça, c'est des choses, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de rumeurs et de fausses nouvelles. La maladie frappe tout le monde. C'est vrai qu'il y a une particularité en termes de vulnérabilité. Tant que la maladie vous trouve étant jeune, quelque part, vous n'avez pas le même risque quand elle s'attaque à quelqu'un qui est âgé et généralement avec d'autres maladies chroniques que la personne porte. C'est donc en termes de risque, mais sinon tout le monde tout le monde peut tomber malade, c'est clair. Le reste, c'est la gestion du risque. Et donc, nous faisons nos messages en fonction de ça. Nous communiquons à la population pour leur dire tout le monde est susceptible de tomber, d'attraper Covid-19 et tout le monde peut en mourir, bien que les statistiques montrent que le risque est, comme je l'ai dit, varie en fonction d'autres paramètres qui peuvent être des facteurs aggravants en plus de l'infection à la Covid-19. C'est vrai que vous le dites bien, c'est un virus d'abord qu'on a remarqué en Chine, à Wuhan et puis après à d'autres parties du monde. Et c'est surtout le continent européen qui a payé le prix fort dans un premier début. Docteur, on s'est dit, les gens ont annoncé presque la catastrophe pour le continent africain. Mais lorsqu'on lit entre les lignes, lorsqu'on observe aujourd'hui, on sent que le continent africain, le pire qu'on a annoncé pour le continent africain n'est pas arrivé. Quand on sait que l'Afrique déjà était fragile par rapport à d'autres pandémies qu'on a connues et d'autres maladies de plusieurs sortes. Qu'est-ce qui a été, d'une manière, sortant un peu du Rwanda, quel a été le secret ou l'approche de l'Afrique? Qu'est-ce qui a permis à l'Afrique d'éviter le pire qu'on a annoncé? Il y a une combinaison de plusieurs facteurs, et notamment la structure de la population en Afrique. C'est une population assez jeune comparée à la population dans d'autres pays asiatiques, européens et même américains. Et ça, c'est la première chose. Nous avons donc une moyenne de la population, une grande partie de notre population est jeune, donc c'est autour de 25 ans que vous avez une bonne partie de la population 25 à 35, alors que dans d'autres
continent, vous avez une tendance d'une pyramide qui s'inverse au niveau de ces populations-là. On a beaucoup plus de gens âgés, à partir de 50 ans et plus. Vous avez une bonne partie de la population qui est dans cette tranche d'âge-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des hypothèses qui parlent d'une immunité croisée entre le fait qu'il y a des virus semblables à au virus de la COVID-19 qui circulent. Et donc, le fait que, même ici au Rwanda, on en a au niveau des chauves-souris, on en a attrapé, on a isolé des virus de la même famille que le virus de la COVID-19. Et donc, il y a des gens qui peuvent avoir été en contact avec ce genre de virus et qu'ils aient développé une mémoire immunitaire. Quand il y a encore rencontre avec ce virus-là, le corps est plus ou moins protégé par cette immunité croisée. C'est une hypothèse très sérieuse qui se discute, qui est en cours d'examen et ce n'est pas étonnant que ça fasse partie des raisons qui expliquent le fait que le continent africain n'a pas eu des catastrophes annoncées par même des éminents épidémiologistes au début de la COVID-19 vers février, janvier, quand ça commençait. Tout le monde avait peur que le continent sera décimé. Le contraire est en train d'être vu. Il y a aussi d'autres facteurs interférents, notamment l'immunité. Donc, dans des pays où vous avez une haute prévalence du VIH et qu'il n'y ait pas accès au traitement pour une bonne partie de la population, ça peut être aussi joué, ça peut interférer négativement et donc biaiser les affirmations que j'étais en train de dire. Et donc, trouver des gens, tout en étant dans une population assez jeune, qu'on se rende compte qu'il y a une partie qui meurt parce que tout simplement, il y a le fait que leur immunité n'est pas saine parce qu'il y a une haute prévalence du VIH. Donc, c'est tout un cocktail de paramètres qu'il faut analyser cas par cas et voir qu'est-ce qui a justifié ce profil d'une maladie qui n'a pas décimé comme cela avait été redouté au départ. Justement, là, vous parlez peut-être des facteurs. J'aimerais peut-être vous ramener sur le terrain de la politique, mais surtout du leadership. Justement, on a tendance à pointer du doigt les responsables au niveau du continent africain de ne pas vraiment apporter autant d'attention dans ce qui concerne le secteur de la santé. Même quand vous regardez plusieurs projets qu'on annonce pour le futur de l'Afrique, la santé n'est pas forcément en avant. Est-ce que lorsque vous observez bien, vous vous dites qu'il y a eu un certain réveil, ou peut-être une prise de conscience et surtout un agissement qui a également permis aux pays africains d'éviter le pire? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord ajouter à ce que je venais de dire tantôt qu'il faut quand même reconnaître que dans la plupart des pays africains, au début de cette pandémie, vers le mois de mars, avril, il y a eu une réponse collective de pouvoir aboutissant à des confinements presque généralisés dans tous les pays, ce qui a quand même été une mesure limitant les contaminations massives. Et puis aussi, je dois ajouter, pour aussi aller à votre question... Le confinement non sans résistance. Ça a varié d'un pays à un autre. Il y a des pays où le confinement était effectif, d'autres partiellement effectifs, ou d'autres plus symboliques que réels. Mais quand même, il y a des semaines où beaucoup de pays ont procédé à des confinements, mais aussi le fait d'avoir suspendu les écoles, les rencontres en public, les églises et tout. Il y a eu quand même une limitation des mouvements dans la plupart des pays pendant au moins 1 ou 2 mois. Ça a quand même permis de Donc réduire... il a fallu se faire violence quelque part pour éviter le pire. Effectivement, parce que ce n'est pas facile d'arrêter tout. Voilà. D'arrêter l'économie, d'arrêter la vie pratiquement. Et donc, pour répondre à votre question, plus que jamais, tout le monde s'est rendu compte que le fait d'avoir des systèmes de santé solides était un prérequis pour une réponse appropriée. Et il faut qu'on puisse reconnaître que, on l'a vu,
des pays qui n'avaient pas un système de santé assez structuré ont eu des difficultés à pouvoir vite monter en capacité de diagnostic, en capacité de prise en charge, parce que le personnel médical était vite submergé. Et donc, c'est une leçon pour tout le monde qu'investir pour la santé, c'est un investissement qui rapporte dans tous les secteurs. Et il y a eu justement un investissement, comme on le voyait en image tout à l'heure. Il y a même déjà au niveau des nouvelles technologies de l'information, le système sanitaire est passé à un niveau supérieur. Lorsque passer également à un niveau supérieur, on en a dit, Madame la ministre, vous êtes ministre, mais tout d'abord vous êtes académicienne. Est-ce que c'était aussi une période pour le monde académique de pouvoir, et des chercheurs surtout, de se remettre en cause, ou peut-être de se dire on a un rôle à jouer pour apporter une réponse à cette pandémie, que ce soit pour le moment et même pour les jours à venir? Oui, comme vous venez de le dire, c'était le bon moment pour les chercheurs, les scientifiques, d'apporter leurs contributions pendant cette période. Mais au Rwanda, ça n'a pas été vraiment à la hauteur, parce que le monde académique... Non, là, je parle de manière globale. D'une manière globale, oui. Et je crois que c'est pour cela même qu'on est là aujourd'hui, parce que avec la recherche dans le domaine de la santé, on s'est rendu compte qu'il y a moyen de prévenir, il y a moyen de contourner. Donc, cela dépend de la recherche. Donc, au niveau mondial, et dans les médias aujourd'hui, on va parler du vaccin, parce qu'il y a un investissement dans ce domaine pour que... on s'est rendu compte que la pandémie va rester un peu longtemps, donc on est en train de chercher une solution alternative. Et donc, ça sera ce mauvais voisin avec qui on doit cohabiter? Oui. Donc, c'est le bon moment pour la recherche, pour les scientifiques, de montrer qu'il y a autre possibilité de vivre, car le virus est là, mais il y a aussi les moyens de le contourner avec les vaccins et d'autres méthodes qui peuvent aider les gens à travailler, à faire tout ce que l'on fait. Et même aujourd'hui, si on parle de la réouverture des écoles, le ministère de la Santé avec le Rwanda Biomedical Center, le centre biomédical du Rwanda. Oui, ils font aussi les recherches, pas dans les labos, tout ça, mais ils font les recherches pour voir. La pandémie aujourd'hui, ça se présente comme ça. Après 2 semaines, ça se présente comme ça. Alors, ils préconisent les moyens de défense ou de prévention basés sur les recherches. Sinon, si les recherches ne se faisaient pas, on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Et parlant de la réouverture des écoles, on ne peut pas le faire sans se baser sur les résultats de la recherche. Si on voit combien les cas diminuent dans le pays, comment le ministère de la Santé parvient à, et je crois que le ministre va en parler, comment ils peuvent aujourd'hui traiter les patients à la maison, on se rend compte que s'il y a des cas dans des écoles, on peut aussi faire la même chose. Et cela aussi, ça fait partie de la recherche. Et je crois que sans recherche, on ne pouvait pas être là où on est aujourd'hui. Docteur Ngamiché, justement, elle parle de la recherche et surtout de la chute spectaculaire des cas de la COVID-19 au Rwanda. Docteur, est-ce que, et justement, lorsqu'on observe dans les hôpitaux qui étaient il y a quelques semaines presque inondés de monde, les cas qui arrivaient chaque jour et même chaque semaine, aujourd'hui, certains centres passe même à la fermeture. Il n'y a presque pas d'activité dans ce sens. Aujourd'hui, vous dites que qu'est-ce qui a justifié cela? Est-ce que c'est aussi facile de conjuguer recherche et aussi prévention et aussi traitement? Les trois, mettre ensemble, ça n'a pas été aussi lourd pour vous?
Nous avons effectué une recherche opérationnelle pour faire le suivi de cette pandémie dans différentes catégories et voir l'efficacité des mesures de prévention qui étaient préconisées pour l'ensemble de la population et donc suivre l'incidence de cette maladie dans ces cohortes de populations que nous avions à suivre. On s'est rendu compte que ces mesures marchent. Si donc on s'astreint à porter le masque, à faire le lavage de mains et à faire la distanciation physique, le virus a sa façon de se transmettre et donc quand on se conforme à ces mesures-là, on réduit sensiblement le risque de se faire contaminer ou d'être contaminé ou de contaminer les autres. Donc ça, c'est clair. Donc les mesures préconisées par l'OMS sont des mesures qui marchent. Ensuite, nous avons cherché à voir si les personnes asymptomatiques ne pouvaient pas être prises en charge au niveau communautaire, au niveau, donc à domicile. Est-ce qu'il y avait un risque de transmission croisé au niveau des membres du ménage? Et donc, avec la technologie, c'est aussi un autre volet que nous avons utilisé énormément dans la lutte contre cette maladie, dans la surveillance et même la lutte contre cette maladie. Vous avez montré des images des robots et autres gadgets qu'on a utilisés pour pouvoir suivre cette maladie. On a donc des bracelets qu'on attachait aux gens à qui on demandait de rester en confinement isolés à la maison et donc voir si les personnes respectaient ce confinement volontaire à la maison et voir si le reste de la famille n'était pas contaminé au bout d'une dizaine de jours de suivi de ces cas qui étaient admis à la maison. On s'est rendu compte que les gens obtempéraient aux mesures qu'on préconisait. Et donc, on a dit, mais pourquoi ne pas le généraliser? Et c'est comme ça que nous avons, comme vous l'avez dit, commencé à réduire les centres de traitement qui étaient éparpillés au niveau du pays. Et nous les fermons parce qu'effectivement, il n'y a plus de patients qui y vont, parce qu'un bon nombre de patients qui répondent aux critères d'éligibilité pour entrer dans la prise en charge à domicile, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui prises en charge au niveau communautaire. Ça décharge le personnel de santé qui était surexploité dans les différents centres de traitement et ça décharge aussi, ça nous soulage sur le plan des dépenses publiques que nous effectuons pour pouvoir entretenir toutes ces personnes qui étaient admises dans ces centres pendant une vingtaine de jours. Donc, il n'y a pas un risque supplémentaire qu'on prend parce que ces personnes, généralement de moins de 65 ans, sans aucune comorbidité, sont suivies pendant une vingtaine de jours et ressortent avec un test négatif et rentrent dans leurs activités de tous les jours, ce qui est un avantage comparatif à ce qu'on faisait auparavant, le fait de les admettre dans un centre de traitement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre sur le risque, sur le taux de fatalité pour les personnes infectées. On s'est rendu compte que pour certaines catégories, donc, c'était un taux qui était acceptable et que donc c'était sans courir des risques de pouvoir, pour les personnes de moins de 65 ans, les amener à une prise en charge à domicile. Par contre, ceux qui ont des comorbidités, qui sont plus âgés, le risque est grand et donc ceux-là, nous les maintenons dans des centres de prise en charge au niveau de chaque province. On a un centre pour ça. Est-ce qu'avec la chute justement des cas de la Covid et la fermeture de ces centres, quelque part au coin de votre tête, vous ne vous dites pas, est-ce que les gens ne risquent pas de dormir sur leur laurier et se dire, peut-être que le pire est passé finalement? Le pire n'est pas... Comment faire pour garder la conscience aussi haute ou aussi active des gens? Non, les gens ne sont pas amnésiques. Je crois qu'ils se rendent compte que cette maladie tue et nous avons déploré avec tristesse le décès de 30 personnes au pays. C'est vrai que la majorité avait plus de 65 ans, mais on a eu quand même des cas de moins de 30 ans, deux cas de moins de 30 ans, entre 20 et 30 ans, sans comorbidité, pour dire que Covid peut tuer. Seul Covid peut tuer. Il peut entraîner un décès. Et donc, que personne ne puisse se leurrer et dire que le pire est passé, le pire n'est pas encore passé tant qu'on n'a pas le vaccin. Nous devons rester sur nos gardes, mais nous devons aussi ajuster la réponse en fonction de ce que les statistiques nous communiquent, et puis les statistiques épidémiologiques. Donc, nous n'allons pas pécher par excès et donc ignorer les évidences, comme quoi il y a des gens qui ne sont pas à risque de mourir de Covid-19, qui peuvent reprendre des activités, et nous restons aux aguets pour surveiller ce qui se passe. Et entre-temps, ils reprennent les activités, nous reprenons l'économie et nous faisons la surveillance stricte de tout ce qui se passe. Ce n'est pas qu'on
on dit que tout est passé. Non, non. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, nous restons dans une surveillance stricte de ce qui se passe au niveau de tout le pays, dans les différents clusters, dans les différents groupes à risque, pour savoir si nos tendances actuelles se consolident, s'il y a un changement quelconque, il est dû à quoi. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui devrait prendre à tort ces mesures d'élargissement qui sont prises pour la reprise de certaines activités et confondre ça à la fin de l'épidémie. Justement, et ça nous mène à cette réouverture des écoles. Madame la ministre, c'est vrai, les écoles et universités, la réalité n'est pas forcément la même, et surtout les âges, la prise de conscience. Les gens se disent, c'est vrai, cette reprise doit être graduelle ou progressive. Est-ce que, lorsque vous essayez un peu de projeter les choses, les jeunes, on a vu les ministères de la Santé et d'autres ministères et les autorités rappeler que les jeunes n'étaient pas aussi conscients ou négliger cette situation. Comment est-ce que vous envisagez ces jeunes reprendre les cours, disons, physiquement en classe? Qu'est-ce que vous envisagez comme mesure à votre niveau pour le respect strict de ces mesures? Oui, les mesures sont là pour la prévention, mais les respecter est autre chose. Alors, pour que ces mesures soient respectées, la première chose à faire est de mobiliser ces jeunes. Leur dire qu'ils sont responsables de leur vie. Comme le ministre vient de le dire, si chacun et chacune sont conscients qu'ils sont responsables de leur vie, alors ils vont respecter ces mesures. Mais chaque institution est appelée aussi à avoir les mesures internes de prévention. Et si un étudiant ou bien une autre personne à l'intérieur de l'institut dépasse ces mesures, il doit y avoir aussi les conséquences à ça. Lorsque vous parlez des conséquences, on a vu dans d'autres cas où il y a des mesures coercitives, des amendes même réservées. Est-ce qu'on peut s'attendre à un cas de figure pareil dans des universités où, par exemple, une institution peut être soumise à une amende, ou même des individus qui, disons, se dérobent au respect des règles? Ici, je veux dire d'abord que les mesures à respecter ne sont pas très différentes des mesures que tout le monde respecte aujourd'hui, y compris nous-mêmes. Donc, il y a la porte du masque, il y a toutes ces mesures-là, ils doivent être aussi respectées dans l'Institut. Alors, c'est pour cela que je disais que chaque institution est rappelée à établir les mesures internes. On ne va pas avoir les mesures qui sont communes à tout le monde, puisque comme les institutions ont des règlements internes, ils vont aussi avoir des mesures internes. Et c'est ce qu'on communique aux leaders de ces institutions, que s'ils ne respectent pas les mesures, ils courent la fermeture de leur institution. Alors, ils ont intérêt à avoir ces mesures internes. Il y a les mesures générales qu'on donne aux écoles, mais ils doivent aussi avoir les mesures internes pour que les étudiants et les autres qui entrent dans l'institution puissent les respecter. Sinon, s'ils ne respectent pas ces mesures, ils seront contraints à des amendes, comme vous dites. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore fixé les amendes. Je ne crois pas qu'on va faire les amendes en termes d'argent qu'ils vont payer, mais il y a aussi d'autres punitions qu'on peut donner aux étudiants. Il y a l'université de Arati aussi, je crois. J'ai vu le vice-chancellor à la télévision qui disait que si les étudiants ne respectent, ils risquent d'être renvoyés. Donc, si les étudiants savent que
s'il ne veut pas respecter ces mesures, il y a risque d'être renvoyé. Un renvoi définitif? Il a dit que ça peut être temporaire ou définitif, dépendamment de la gravité de la faute qu'a commis l'étudiant. Donc, il faudra y avoir des mesures strictes si on ne veut pas retourner là où on était les 2 derniers mois. Est-ce que pour le respect de ces mesures, c'est l'institution elle-même qui veille au respect de ces mesures ou y aura-t-il un œil externe pour voir la mise en application de ces mesures? C'est sûr qu'il y aura un œil externe. La façon dont les mesures seront mises en place, oui. Il y a un comité à l'école qui va... et dans ce comité, il y a aussi les membres qui viennent de l'extérieur. Mais aussi le ministère a l'autorité sur ces écoles ou ces institutions. S'il y a quelque chose qui ne marche, le ministère de l'Éducation. Mais pas seulement le ministère de l'Éducation, mais aussi on va avoir un comité national dans lequel nous avons plusieurs organes, puisque même il sera difficile pour le ministère d'avoir un œil partout, mais si on est en groupe et que chacun qui fait partie du groupe est responsable d'une telle activité, alors on va pouvoir contrôler ce qui va se passer dans le pays. Puisque si on dit on ouvre, on donne les instructions, il faut qu'on suive ces instructions pour voir comment ils sont mis en place. Alors, il y aura les instructions internes à l'Institut, mais il y a aussi les instructions au niveau national et le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en application de ces instructions. Le docteur Gamigé, est-ce que le ministère de la Santé, y a-t-il un plan mis en place pour rester tout de même au chevet de ces institutions, je veux dire les écoles, les universités? C'est vrai que mettre en place des mesures coercitives, des amendes et autres, tout de même quelque part, vous vous dites, ce sont des jeunes gens qui forcément ne doivent pas être traités comme des adultes. Nous recommandons un engagement de la population dans cette lutte contre la pandémie 19. L'engagement de la population voudrait les amener à se prendre en charge, à prendre leurs responsabilités. Les écoles, les universités seront donc des sites que nous allons suivre de près. Vous avez vu récemment, nous avons procédé à des enquêtes au niveau des membres qui sortaient des églises pour voir l'incidence de cette maladie dans ces églises-là. C'était intéressant de constater que sur 400 échantillons que nous avons collectionnés, aucun cas positif n'a été trouvé au sortir parmi les membres de ces églises-là. Et c'est ce que nous ferons aussi au niveau des écoles et des universités. Nous passerons de temps en temps pour des échantillons aléatoires et donc surveiller l'incidence de la maladie dans ces écoles. Et en y passant, nous allons engager avec le ministère de l'Éducation le dialogue avec les responsables des écoles pour qu'il y ait donc des comités de volontaires, comme la ministre l'a dit, au niveau de ces écoles, et qui sont en charge de la mise en œuvre des directives de la prévention de la COVID-19, telles que nous les avons élaborées ensemble avec le ministère de l'Éducation. Donc il y a des directives qui sont là, disponibles, et qui seront diffusées déjà aux responsables des écoles et même aux responsables des étudiants et élèves, pour que tout le monde puisse se sentir concerné. La sanction devra venir parce que les gens n'ont pas respecté, mais nous voulons plutôt que les gens s'assument, qu'ils prennent leurs responsabilités pour que nous puissions lutter ensemble et garder les acquis actuels de contention de l'incidence de la maladie. Est-ce que la question, je vous la pose à tous les deux, nous savons bien que les conditions au niveau des villes ne sont pas forcément les conditions au niveau de la campagne, par exemple à l'intérieur du pays. Comment est-ce que y aura-t-il un traitement ou peut-être un suivi particulier par rapport à un centre urbain et d'autres peut-être villages ou campagnes éloignés?
Madame la ministre, les écoles qui se trouvent un peu où déjà les conditions ne sont pas forcément comme à la ville. Oui, oui, c'est sûr. Les conditions en ville ne sont pas les mêmes que les conditions dans les écoles qui sont à la campagne. Donc, les mesures de suivi sont les mêmes, mais le renforcement sera différent dans la ville que dans la campagne. Puisque même aujourd'hui, le renforcement que le ministère de la Santé, avec les autres organes comme la police, le gouvernement local, ce qu'ils font en ville est différent de ce qu'ils font en campagne. Mais toujours, les mesures sont les mêmes. Le renforcement devient différent dépendamment de l'endroit. Par exemple, dans les campagnes, les étudiants vont à l'école à pied. En ville, ils vont en j'utilise les moyens de transport. de transport. Donc, il faudra aussi qu'il y ait des mesures de transport des étudiants en ville qui est différent du village, de la campagne. Donc, c'est sûr que, dépendamment de l'endroit, même les campagnes ne sont pas les mêmes. Même si on dit les campagnes, la situation dépend de l'endroit où l'école se trouve. Donc, le renforcement sera différent, mais les mesures sont les mêmes. Docteur Ngabije. Je dois ajouter sur un dispositif qui existe dans le cadre de la lutte contre cette maladie, c'est que nous avons un comité national et nous avons aussi des comités locaux au niveau des districts, au niveau des secteurs et même au niveau des cellules. Et ce sont des comités multisectoriels où on y retrouve du personnel de santé, du personnel d'éducation, du personnel de sécurité et autres organes, de sorte qu'à chaque niveau, il y aura appréciation de la situation et comment contextualiser les mesures qui ont été édictées pour leur mise en œuvre. Ouais. Et nous aurons des comités de surveillance. Nous allons superviser un comité interministériel de supervision, surtout quand on va commencer cette activité qui est importante de relance de la réouverture des écoles. Nous allons superviser ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés qu'il y a et que nous puissions apporter une réponse adéquate à temps. Et comme je l'ai dit, surtout aussi la surveillance épidémiologique va suivre et nous avons décentralisé les capacités de diagnostic de sorte qu'on peut vite savoir qu'est-ce qui se passe ici et là. Donc, vous allez rester dans le contexte et ne pas être peut-être prendre toutes les situations au même niveau. Peut-être on s'achemine un peu vers la fin de notre émission. C'est vrai, la réouverture des écoles, universités et d'autres activités précédemment qui ont été ouvertes, c'est vrai, il y a des gens qui se disent à quand la réouverture des débits de boissons et autres activités, notamment le sport. C'est vrai, docteur Ngabije, tout ça, ça ramène l'espoir de retrouver la vie comme avant. C'est vrai que la vie ne sera plus comme avant. Les gens auront toujours quelque part au coin de leur tête cette peur. Mais ça nous mène à la question que tout le monde se pose ici au Rwanda, en Afrique, aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud et même au Brésil. À quand le vaccin? Vous qui êtes dans le circuit, qu'est-ce que vous vous dites un peu dans les couloirs, dans les emails? Vous vous dites quoi? Est-ce que c'est aussi proche ou c'est aussi loin? Un espoir? Je crois qu'il y a espoir au vu des informations que nous avons à partir de différentes rencontres, réunions qui sont organisées par l'OMS et même l'institution en charge des vaccins au niveau mondial, l'Alliance globale pour la vaccination, qu'on appelle Gavi en anglais. Il y a des candidats vaccins qui sont très avancés, qui sont au stade ou bien à la phase d'expérimentation au niveau des humains. Et donc, les vaccins sont en cours d'administration dans plusieurs pays. On a une dizaine de candidats vaccins qui sont très avancés, dont 2 ou 3 sont peut-être encore plus avancés que les 7 autres. Pour être optimiste, les experts disent que ça doit être au début de l'année prochaine que éventuellement des vaccins seront
préqualifiés par l'OMS et donc pouvant recevoir l'autorisation d'une production massive à des fins de distribution à plusieurs pays. Donc il y a des efforts qui sont dans ce sens-là. Notre pays, grâce au plaidoyer des autres autorités de ce pays, et fait partie des pays qui vont recevoir à première intention des doses de vaccins pour vacciner jusqu'à 20% de la population et en partant sur les plus à risque. Et donc, dès que le vaccin sera là, on aura au moins 20% de la population qui sera vaccinée. Mais les efforts continuent pour qu'on puisse augmenter ce pourcentage jusqu'à 60%, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc, les gens doivent tout simplement se dire on reste attaché aux mesures de prévention en attendant que le vaccin arrive. Déjà, peut-être pour vous compléter, le chef de l'État, Paul Kagame, personnellement avait fait cette promesse que tout sera mis en œuvre pour que les premiers lots, en tout cas, puissent bénéficier à une catégorie des Rwandais. Peut-être pour finir, Madame la ministre, est-ce que aujourd'hui, en un mot, cette pandémie ou cette Covid-19, pour vous de l'éducation, vous vous dites que, j'ai dit tout à l'heure que la vie ne sera plus la même. Quelle est la plus grande leçon en un seul mot que vous avez retenu au niveau de l'éducation, du côté positif? Du côté positif. Du côté positif, la leçon qu'on a appris, c'est ce qu'on a dit au début de cette émission, c'est l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Puisque aujourd'hui c'est le Covid-19, on ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain, mais si on s'investit beaucoup plus dans la technologie de l'information, on sera capable d'affronter la pandémie comme le Covid, mais aussi d'autres maladies qui peuvent surgir. Mais on savait aussi que la technologie est très importante dans l'éducation, mais aujourd'hui, on le sait beaucoup plus vu la situation dans laquelle on a été, puisqu'on ouvre les autres activités se sont ouvertes graduellement, mais les écoles, on avait toujours tendance à penser que ce n'est pas encore tard, parce que ça concerne la majorité de la population. Alors, si on investit beaucoup plus dans la technologie de l'éducation, je crois qu'on peut surmonter tout obstacle dans le futur. Docteur Ngami, j'ai juste un mot. La leçon que vous avez apprise aujourd'hui, vous de la santé. Bon, la première leçon, c'est que ce pays est bien gouverné. Il n'y a plus de doute. C'est pour ceux qui doutaient, en tout cas, les faits sont là. Il y a des pays qui ont souffert pour pouvoir mettre en place le confinement. La bonne gouvernance ici, elle est là. On a eu un confinement qui a réussi. Les faibles ont été assistés par le gouvernement. Toutes les institutions qui étaient requises pour pouvoir donner leur contribution à la réussite de ces mesures de prévention ont donné leur contribution de manière effective, coordonnée, synchronisée, et ça a marché. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Deuxièmement, un système de santé s'avère utile et il doit être là, et nous devons continuer à y investir pour que nous puissions faire face à des épidémies et des autres endémies qui vont venir dans le futur, parce qu'on n'est pas à la dernière pandémie. Donc, continuer à investir pour la santé, c'est investir pour un développement durable dans l'ensemble de tous ces secteurs. On a vu que pendant 45 jours, rien ne fonctionnait. Oui. Ça veut dire que si on investit pour la santé, c'est pour qu'on puisse éviter ce genre de choses dans le futur. Si on a un système de santé solide, capable de répondre aux endémies et aux épidémies qui peuvent venir, c'est aussi un investissement bien choisi. La dernière chose, c'est que l'engagement de la population. Nous avons une population qui répond, qui comprend, qui suit les directives et qui les met en œuvre. C'est une population qui fait partie prenante de la réponse contre une maladie comme celle-ci. La dernière chose, l'usage de la technologie. Voilà, on a constaté que l'usage de la technologie a été extrêmement bénéfique, notamment la technologie de l'information.
Voilà, merci donc au docteur Ngamije Daniel, ministre de la Santé. Également, merci à madame Valentine Ouamaria, docteur, ministre de l'Éducation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission, c'est Majuscule Propos. Et surtout, restez bien prudents. Le pire n'est pas encore passé. Et surtout, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.